un invest notamment un jour dans une zone, à un moment assez tendu de l'histoire de la boîte, qui m'a dit, mon gars, en fait, ok, ouais, c'est dur, mais si demain la boîte elle plante, c'est pour ta pomme. Et moi, je viendrai te chercher toi, tu vois. Et quand on te dit ça, tu te dis, bon, ok, là, du coup, tu modifies un peu ton braquet et tu prends des décisions un peu plus radicales. Et ça, moi, je me suis formé à ça. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Yo, c'est Jules pour le Crayon Business. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview entrepreneur. Nous sommes avec Alexandre Belliti de Clini. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Clini ? Ouais, merci de me recevoir. Donc Clini, c'est une entreprise de nettoyage B2B, donc nettoyage professionnel. On existe depuis 10 ans aujourd'hui. On est essentiellement installé à Paris. Donc on travaille essentiellement dans les bureaux de 100 à 1000 personnes. On se différencie d'un marché énorme qui fait 14 milliards en France, 65 milliards en Europe, en étant hyper impliqué sur les enjeux de RSE et avec une techno. Donc on a levé un peu d'argent il y a quelques années pour développer une techno qui nous permet de fluidifier tous les nœuds opérationnels. On est 350 aujourd'hui, on fait un peu plus de 7 millions de chiffre d'affaires. On est rentable après 4 ans de non-rentabilité puisqu'on a levé des fonds. Et voilà. Effectivement, alors la techno, il me semble, pour avoir consulté un petit peu votre produit, c'est que vous permettez de matcher les emplois du temps, etc. et que les personnels d'entretien soient au courant plus facilement de là où ils sont staffés, etc. Exactement, ça c'est une partie de notre techno, c'est un algo de dispatch, donc d'affecter les personnes à proximité de leur lieu de vie ou intelligemment sur les réseaux de métro, tu vois, histoire de pas faire le tour de Paris et de pas passer plus de temps dans les transports que sur son lieu de travail. Donc on a mis en place un algo intelligent et on a surtout, le gros de notre sujet, c'est évidemment ça, les affectations et la gestion du personnel sur le terrain, et on a ce qu'on appelle le back-office, qui est une techno donc pas du tout visible pour le client, mais qui nous permet de vraiment gérer l'ensemble des sujets opérationnels, donc d'être vraiment omniscient sur ce qui se passe sur le terrain, savoir qui est où, comment, enfin gérer tous les sujets d'affectation. Et on a rendu aussi toutes nos données, donc on fait essentiellement du traitement de données en temps réel, et cette donnée on la rend aussi accessible à nos opérationnels sur le terrain pour les personnes qui doivent intervenir, ce qu'on appelle les basses fréquences, donc ponctuellement, leur permettre de se rappeler où ils doivent bosser et pour faire de la vitrerie, nettoyer des sols, donc c'est des trucs que tu fais pas tous les matins. Et à nos agents, on leur permet aussi de récolter de l'info sur le travail à effectuer au quotidien et de nous remonter de l'info pertinente pour anticiper des problèmes chez le client et faire de l'upsell. C'est un sujet effectivement qu'on aborde assez peu. Il y a peu d'entreprises, en tout cas à ma connaissance, petites startups qui se lancent sur la question, voilà, qui se lancent sur la question de l'entretien, du nettoyage, etc. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé là-dedans ? Est-ce que tu t'es rendu compte que peut-être il y avait une valorisation à apporter pour des personnels qui sont souvent peu considérés ? Je crois que c'est aussi un des axes que vous développez fortement. Oui, bien sûr. Le RSE est fondamental. Après, si je reprends la genèse de la boîte, pourquoi je suis arrivé dans ce secteur, j'ai un oncle qui a une boîte de nettoyage que j'ai vu bien réussir dans sa vie. J'ai découvert le marché, donc je m'y suis intéressé. J'ai vu que c'était un marché ultra profond, avec une proposition de valeur globale assez linéaire, globalement peu d'appétence pour l'innovation, et une réputation marché sur le traitement des personnes qui n'est pas la plus bienveillante et soucieuse du monde. Donc je me suis dit, le bon angle à prendre, donc c'est ce qu'on a fait, c'est RSE Techno. Techno, c'est assez naturel, puisque j'ai 35 ans, donc je suis plus tout jeune, mais j'ai quand même une appétence à la tech qui est assez importante. Et puis tu as le côté, ce que tu as très bien décrit, c'est que dans un écosystème où les startups commençaient à grossir, où il y avait pas mal de jeunes sortis d'école qui montaient des boîtes, personne ne voulait s'intéresser au nettoyage. Donc je me suis dit, quand j'allais être le seul à rentrer sur cette verticale et à essayer de créer de l'innovation sur un sujet dans lequel la barrière à l'entrée, c'est essentiellement la sexiness du marché. Et effectivement, comme tu dis, on est à peu près seul sur le secteur à date à faire vraiment de l'innovation, quoi. Et du coup, sur les axes, les personnels, je crois que vous essayez de valoriser, par exemple, en termes d'horaire, de présence sur les lieux de travail, de ces personnels-là, sur l'uniforme, etc., d'avoir une forme de reconnaissance pour des personnes qui sont issues de classes populaires, en tout cas qui appartiennent à une couche sociale qui est souvent défavorisée.
C'est quoi l'ambition là derrière? Alors clairement, le nettoyage, c'est le point d'entrée dans le salariat. Quand t'as pas de qualification, le nettoyage est vraiment l'un des premiers angles par lesquels tu rentres pour trouver un boulot. C'est assez facile de tomber d'abuser de cette position de dominant vis-à-vis des personnes qui travaillent, puisque c'est évidemment des travailleurs précaires. Moi, j'ai une grand-mère qui était femme de ménage, donc assez naturellement, tu vois, j'avais pas modélisé le truc, mais ça me paraissait naturel que des personnes qui bossent chez nous doivent être formées, accompagnées et respectées. Respecter, ça passe par bien traiter les gens, s'en occuper correctement, leur mettre à disposition des formations, les accompagner sur le plan social, parce qu'il y a souvent des gens qui ont des problèmes au quotidien. Donc tu vois, on a mis en place très régulièrement, on a fait des micros prêts à nos salariés pour les aider ponctuellement sur tel ou tel sujet. Et tout ça n'a jamais été modélisé avant qu'on rentre dans un processus dont on pourra parler ensuite, qui est le processus Bicorp, parce que c'était plus naturellement, on faisait ça parce que l'humain est un truc important dans notre boîte. Et ensuite, on en a fait un modèle. Donc là, aujourd'hui, on est beaucoup plus processé. J'ai une responsable qualité et responsabilité environnementale et sociale qui gère tous ces sujets-là de manière beaucoup plus professionnelle qu'avant. Mais en tous les cas, à la base, ça part de valeurs simples. C'est quand quelqu'un bosse chez nous, on veut qu'il soit heureux. Et on part du principe que ça met en place un cercle vertueux, parce que quelqu'un qui est formé et heureux fait du bon boulot et donc satisfait tes clients. Et ça infuse chez d'autres aussi dans le marché? J'aimerais te dire que oui, mais oui, on a quelques concurrents qui sont des concurrents. On a un concurrent Bicorp. Déjà, je sais pas si tu es familier de ce label. Ouais, je connais très bien. Explique-nous du coup ce que c'est. Bicorp, c'est Benefit Corporation. C'est un label qui a été créé aux US. Quelques marques que moi j'adore et qui me fascinent, notamment Patagonia, parce que je fais pas mal de montagnes, donc j'en parle à tort et à travers dans la boîte. Je crois que c'est la marque qui a le meilleur score sur Bicorp. Ouais. Ouais, c'est hallucinant. Moi, c'est une boîte qui me fascine. Et du coup, on part de là. J'ai voulu devenir Bicorp en me disant quand tu es en appel d'offres, tu peux dire que tu fais du RSE. Tu peux faire du RSE bullshit. Beaucoup en font. Et tu peux essayer de rendre tangible ce que tu mets en place. Et donc, le Bicorp, c'est un label qui est hyper sélectif. Nous, ça fait 9 mois qu'on est dessus. On n'est pas encore Bicorp. On a un nombre de points. On se rapproche de la labellisation. Donc, c'est très exigeant et ça t'oblige à formaliser. Tout ce que tu veux faire, tu dis que tu traites bien les gens, ok, ça veut dire quoi bien traiter les gens, bam bam bam, et tu as des points, tu as 200 questions, et tu dois vraiment formaliser tout ça. Et donc là, on est passé du stade de l'intention au stade de la formalisation, et c'est un vrai gap avec le reste du marché. Donc oui, on a des concurrents qui le font, on a un concurrent qui est Bicorp, et donc ça, je trouve ça génial, qui est dans le nord de la France, et toutes les boîtes de mon secteur n'ont pas d'appétence particulière pour ces sujets, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que Bicorp, moi, c'est un label qui me fascine parce que tu as une exigence, comme tu dis, qui est très importante. Hein. Il faut avoir 80 points, je crois, sur les 200 questions. Exactement. Mais c'est une moyenne qui est pas atteignable comme on peut l'imaginer. C'est-à-dire que je crois que la moyenne des entreprises qui vont au bout du processus, c'est vers 50 points à peu près, je crois. En tout cas, c'est des chiffres que j'avais eu il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. Or, c'est déjà des entreprises qui sont engagées dans cette démarche-là et qui font le travail d'aller jusqu'au bout, de se poser la question, etc. Donc, tu vois que pour parvenir à un niveau qui est celui même de Patagonia, je crois qu'ils ont 190 points presque. Ouais, ça, c'est du délire. Faut certainement pas viser Patagonia parce que c'est hors d'atteinte. Mais quand tu te lances dans le processus Bicorp, comme je te dis, nous, quand on démarre Bicorp, je me dis, on fait quand même les choses bien. Tu vois, il y a plein de sujets sur lesquels on investit du temps. Et donc, on démarre le BIA, puisque c'est comme ça que s'appellent les 200 questions avec... Et je crois que le premier billet qu'on fait, on a 27 points. Donc la grosse start, tu vois. Et en fait, alors après, tu as beaucoup de sujets de formalisation. Typiquement, mettre ta mission dans tes statuts, c'est 10 points. Tu as des choses comme ça où tu peux gagner du point facile, entre guillemets. Mais tout le reste, c'est un gros travail. Tu vois, nous, pour exemple, on est en train de mettre en place une joint venture avec une association pour faire en sorte que dans les prochaines années, un pourcentage significatif, dans le tour de 20% des personnes soient recrutées issues en insertion, donc éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Et c'est du coup mettre ça en place en termes de recrutement et de structuration RH derrière, c'est hyper structurant et hyper challenging. Et bref, on a créé une charte éthique. On met énormément de choses en place aujourd'hui grâce à Bicorp. Et en fait, le chemin est déjà hyper satisfaisant. Et ça infuse, comme tu disais, oui, ça se diffuse, cet état d'esprit-là fait que tu recrutes des gens qui ont de l'appétence pour ces sujets. Toute cette ambiance-là se diffuse au sein de la boîte. Tu vois. Tous les mardis matins, j'ai un kick-off de boîte où on balaye tous les sujets. Et le sujet RSE est primordial. Et donc, tu vois, tout le monde est très au fait de ce sujet et de l'importance que ça a dans la boîte.
mais je crois que ce label n'a même pas été créé spécialement pour des entreprises. Mais en revanche, il y a un parallélisme, je trouve, qui fonctionne bien avec la vie d'un entrepreneur. Et toi qui as 10 ans de bouteille sur ta boîte, le chemin, en fait, le cheminement, c'est déjà l'expérience. C'est-à-dire que contrairement à un trajet en voiture tout simple où en fait tu veux arriver et le chemin souvent c'est la partie un petit peu relou. Là, à la fois sur Bicorp et peut-être, dis-moi si tu es d'accord avec ce parallèle que je trace, le chemin que tu empruntes, c'est déjà l'expérience, c'est déjà le travail. Tu vois, et tu apprends encore des choses en fait au gré de ce chemin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, oui, je pense que dans ta question, en fait, si tu posais cette question à mon père qui est entrepreneur lui aussi, il te dirait bah oui, bien évidemment, parce que ton métier, c'est ton quotidien et tu le fais pendant 40 ans. C'est que notre génération, on a, et je sais pas à quel point c'est récent, tu vois, mais la vision de l'entrepreneuriat comme un point B, le point B étant l'exit, et on essaie d'aller le plus vite entre l'un et l'autre avec un objectif de potentiellement d'enrichissement et d'apprendre des choses au gré du chemin, mais il y a moins dans notre génération une vision long terme, je pense, dans l'entrepreneuriat. D'accord. Or, c'est hyper important de partir en se disant que de toute façon, ce chemin-là est structurant et d'arriver à trouver de l'intérêt, beaucoup d'intérêt et une force pour se lever le matin, parce que si tu as pour seul objectif d'aboutir à un point B qui serait un exit, tu t'exposes à des déconvenus. Ouais. Oui, d'autant que c'est surtout sur des entreprises, enfin à ma connaissance, en tout cas dans la French Tech, etc. Quand on se moque un petit peu de la Startup Nation, c'est des entreprises qui vont très vite, à 3 à 4 ans, ont effectivement revendu en ayant auparavant levé des fonds sur des pitch decks, etc. Enfin, tu as un peu ce truc de la boîte très tech avec un produit innovant, un software as a service pour des entreprises, etc. Ouais. Toi, tu es peut-être un petit peu sur une autre verticale, tu dis, comme plus humaine, etc. Ouais. Au bout de 10 ans d'entreprise, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a des entrepreneurs, même y compris ici au Crayon Business, qui ont cette expérience-là. Est-ce que toi, tu as encore la sensation, tu vois, d'apprendre des choses? Et je crois que oui, il t'arrive encore des choses qui sont inédites dans ta vie d'entrepreneur. Alors non seulement j'ai le sentiment d'apprendre des choses, mais tu sais, tu as cette courbe dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, qui est la courbe Dunning-Kruger. Il faut pas. C'est une courbe qui... je sais plus quel est le nom vulgarisé de cette courbe, mais je crois que c'est la courbe de l'ignorance. Où quand tu sais, c'est ce qui fait que tout le monde a été épidémiologiste pendant le Covid. C'est que moins t'en sais sur un truc, tu lis un article dessus, t'as l'impression d'être expert, et puis tu creuses le sujet, puis tu te rends compte que t'as un gouffre entre ton intuition de départ et la réalité. L'entrepreneuriat, c'est un peu pareil, c'est que tu démarres, t'as un drive qui est nécessaire parce que t'es totalement hors des réalités, sinon et c'est nécessaire parce que sinon tu n'irais pas dans le sujet entrepreneuriat. T'es obligé d'être un peu dans le fantasme de ce que pourrait devenir ta boîte, et donc ça te donne la force et l'inconscience nécessaires pour y aller. Et puis après 10 ans, moi non seulement j'apprends tous les jours, mais je me rends compte que j'ai encore un gouffre d'apprentissage devant moi. C'est clairement le travail d'une vie. J'ai 75 000 sujets sur lesquels je monte en compétence au quotidien. Je me fais beaucoup aider par et des start-upers sur certaines verticales, et donc je fais partie de pas mal de groupes d'entrepreneurs dans lesquels on apprend, on fait du co-développement, on échange sur des et en fait c'est beaucoup d'humains, donc par définition c'est pas modélisable et difficilement anticipable. T'as certains trucs que tu peux potentiellement anticiper et envisager, mais le quotidien, c'est de savoir retomber sur ses pattes sans trop se stresser, quoi. Et toi, tu as effectivement, même après 10 ans, encore l'opportunité de recourir à du coaching, de te faire aider pour avoir peut-être du recul. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est dur, je pense, quand tu as la tête dans le guidon, a fortiori quand tu es là depuis longtemps. Ouais. C'est quelque chose qui t'aide, toi Le coaching, énormément. Ça fait à peu près 5 ans que je me fais coacher par différents professionnels, mais tant sur le plan... En même temps ou je dirais successivement Non, c'est plutôt parallèlement, sur différents sujets. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai un coach sur le plan... vie pro, vie perso, et le lien du coup pour appréhender globalement ce que je définirais comme la solitude de l'entrepreneur, très important. Un coach très technique sur la partie grosse, tout ce qui touche à la croissance et comment scaler une boîte et passer différents paliers qui sont très différents, tu vois, le 0 à 1 million, le 1 million à 10 millions, puis c'est pas du tout la même manière de l'aborder, il faut se professionnaliser au fil de l'eau. Coach d'entreprise, plutôt valeur, tout ce qui touche à la cohésion de la boîte et la capacité à aligner des gens dans un écosystème où tu peux avoir du turnover, donc c'est qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un rentre dans ta boîte, il rentre dans ta boîte et pas dans une boîte, tu vois. C'est hyper important. Bref, je pense que les coachs, je pense que la valeur
tu peux la trouver chez beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens très smart, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses, et c'est hyper important d'échanger avec eux pour s'appuyer sur leur expérience. Et donc, toi, c'est une partie de ta motivation qui vient de ce coaching-là. Est-ce que ta motivation, tu la trouves dans quoi est-ce que tu la puises encore ? Écoute, dans les échanges humains, moi je ne fonctionne que là-dessus, tu vois, c'est rencontrer des gens avec lesquels j'ai une acquaintance, me challenger intellectuellement, apprendre de gens qui savent. Mais qui c'est mieux découvrir. Que toi qui a du coup 10 ans d'entrepreneuriat? Il y en a encore beaucoup de nous. Oh, t'as un paquet de monde. Non, j'ai aucune prétention là-dessus. Okay. Vraiment, j'adore aider quand tu vois, je rencontre pas mal de gens entrepreneurs et je me rends compte que de temps en temps j'ai des inputs qui peuvent être intéressants et faire gagner du temps globalement, parce que je pense que c'est ça la variable principale, c'est te décharger un peu de stress et te faire gagner du temps. Donc je suis ravi de le faire quand j'en ai l'occasion, mais je rencontre des gens qui ont eux 25-30 ans d'entrepreneuriat et qui ont vécu des choses totalement différentes de ce que je peux vivre, et en fait tu vas chercher du retour d'XP, quoi. Ça te permet de te décharger d'une charge émotionnelle, parce qu'il y a pas mal de moments dans l'entrepreneuriat où tu as l'impression d'être seul et de faire de la merde, et tu te dis putain, mais est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi là? Et t'en discutes avec des gens et t'as des mecs qui te disent ah ben non, moi aussi je suis passé 3 fois par là, moi je suis passé, et du coup de savoir que t'es pas seul et que t'es pas idiot, c'est rassurant. D'avoir une forme de solution, en tout cas une manière d'appréhender le problème un peu différente, ça te décharge d'un poids, et c'est fondamental. Et ça arrive, moi ça m'arrive 100 fois par an. Mais cette solitude de l'entrepreneur, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à peut-être un manque d'association, ou je dirais c'est quand on est nous par exemple au Crayon, tu vois, on est 4, on s'est mis ensemble et on fonctionne ensemble parce que on pense que c'est plus simple pour nous d'avoir un recul nécessaire les uns vis-à-vis des autres, et une forme de complémentarité. Alors c'est quelque chose qu'on vante beaucoup, la complémentarité sacro-sainte entre telle personne qui aurait fait HEC, telle personne qui aurait fait Polytechnique, le dev, le commercial, etc. Bon, au final il faut probablement plus du fit humain, nous c'est ce qu'on a. Je pense que la création d'une entreprise, elle se fait pas parce que tu as nécessairement trouvé des associés et que tu lances un projet ensemble. Ça peut être tu lances un projet toi et voilà. Donc c'est pas une condition nécessaire, mais peut-être que c'est quelque chose qui, quel est ton rapport au fait d'être aidé plus que par un coach, mais même de partager un parcours de vie d'entrepreneur? Écoute, alors moi j'ai vécu l'association, j'ai commencé seul, j'ai fait 3 ans seul, et ensuite je me suis associé avec un ami d'enfance, et puis on s'est séparés au bout de 6 ans. Je dirais que l'association c'est quelque chose de génial, parce qu'effectivement il y a sa constante complémentarité, et qui est pas du tout un mythe, hein. Je pense qu'il y a différents types de personnalités pour faire différents types de tâches dans une boîte, et alors vous êtes 4, je trouve ça génial, et félicitations, parce que nous déjà on était 2, et je trouve que c'est un vrai challenge. Je dirais qu'il faut vraiment anticiper ces différences de personnalité. Il faut vraiment arriver à appréhender une complémentarité, puisque qui dit complémentarité dit différence. Et quand tu as des différences, ça peut amener à des divergences. Et ça, il faut l'anticiper par la communication, un accompagnement. Effectivement, le coaching peut permettre de vachement fluidifier les relations. Et tous les points de complémentarité, donc faut arriver à les valoriser, et du coup à se valoriser respectivement sur nos compétences et nos capacités à performer. Et quand il y a des points de friction ou des zones de chevauchement, il faut aussi les appréhender et anticiper essentiellement par la communication, et mettre en place des schémas qui te permettent d'éviter que le principe de la cocotte minute, que la frustration amène à potentiellement de la tension. Et comment tu fais pour mettre en pratique en fait cette transparence vis-à-vis les uns des autres, des aspirations différentes peut-être, qui évoluent aussi au fil de la vie, et donc de la vie de l'entreprise, ces différences de personnalité. Est-ce qu'il faut pratiquer une radicale honnêteté, comme disent les Américains? Est-ce qu'il faut faire des tests de personnalité? C'est quoi pour toi la leçon là-dessus? Je pense que s'il y avait une réponse universelle, ce serait connu, et du coup il y aurait plus ce problème là. Par définition c'est de l'humain, donc tu as de l'aléa. Moi ma personnalité tend plus vers la capacité à dire, et donc là Radical Candor là, dont tu parlais, très bon bouquin d'ailleurs, j'abonde là-dessus. Tout le monde n'est pas éligible à ça, parce qu'il y a des gens à qui tu peux dire les choses et qui le prennent. Globalement je dirais qu'il faut essayer de s'affranchir au maximum de tout ce qui traite de l'ego. Il faut essayer de modéliser. Test de personnalité, oui. Nous, on en avait fait un,
peut-être un peu tard dans l'histoire de la boîte, mais je pense que c'est très important de modéliser les manières de fonctionner. MBTI, moi, c'est un truc que j'apprécie. J'ai trouvé ça très, très... t'en apprends sur toi, t'en apprends sur l'autre, et tu modélises, parce que ça te donne aussi tout un playbook pour comprendre comment tu fonctionnes et comment fonctionnent les autres types de personnalités. Ça te permet de mieux appréhender et de désamorcer certains sujets, tu vois. Parce que tu te dis qu'en fait, c'est pas pour t'énerver ou c'est pas pour te faire chier que l'autre fonctionne comme ça. Et c'est valable dans toutes les relations humaines, hein, avec tes potes, avec ta femme, il est important de comprendre comment tu fonctionnes, il est important de comprendre comment fonctionne l'autre, et potentiellement d'essayer de modéliser ça, notamment dans l'association, parce que tu es censé partir pour un moment, quoi. Donc, toi, tu sais comment tu fonctionnes ? Écoute, je prétends pas savoir exactement. Je me pose encore beaucoup de questions, mais ouais, j'ai une bonne idée aujourd'hui de qui je suis. J'ai beaucoup moins de zones d'ombre ou d'angle mort. J'ai plus trop de problèmes de honte ou de... Enfin, plutôt, c'est prétentieux de dire ça, mais tu vois, je viens d'un monde où il y avait des choses, beaucoup de non-dits, une incapacité à dire les choses. Aujourd'hui, je suis plus dans l'authenticité, la radicalité. Je ne l'ai pas toujours été. Et c'est 5 ans de coaching sur des trucs perso et pro. Et je pense qu'il faut aller assez deep dans l'introspection pour pouvoir en tirer la quintessence. Oui, je pense aujourd'hui que je me connais beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, ça c'est clair. Je pense que j'ai encore un petit chemin à faire et j'explore plein de trucs. Je fais des coachings, là pour le coup à titre perso, mais assez un peu barré peut-être, mais j'adore. Et ouais, j'adore explorer, en tout cas ça me fascine. Dans quelle mesure est-ce que tu dirais que c'est l'entreprise, enfin ta vie professionnelle, qui t'a permis de mieux te connaître, ou au contraire ta vie personnelle qui a fait que tu t'es mieux connu et ce qui s'est répercuté sur l'entreprise? Et je te pose cette question parce que j'ai discuté récemment avec un copain qui a un média, qui a la trentaine et qui vient d'avoir un fils, un bébé, et il me dit mais en fait ça illumine tout, enfin ça éclaire tout, parce que tu dégages l'inessentiel, enfin tu te concentres sur ça fait la lumière sur tout. Il n'y a pas de moment plus intense que moi. J'ai une fille qui a 21 mois et clairement c'est même pas un point d'inflexion, il y a clairement un avant-après, mais là je suis en train de sortir un poncif. Non mais en fait c'est poncif, mais... Ouais, mais ça c'est sûr que c'est un moment où tu te poses la question. En fait déjà tu as un rapport à tes parents qui change, parce que tu te rends compte de ce que c'est de quitter pour eux, et t'as une sorte de travelling arrière qui se fait, qui est assez dingue. Et du coup t'as plus de douceur vis-à-vis de leurs erreurs, parce que tu te rends compte qu'ils étaient qu'humains, mais c'est vrai que ta relation à tes parents au départ elle est sacralisée, parce que c'est la seule autorité que tu as connue pendant des années, que tu les penses infaillibles, indestructibles et tout, et en fait tu te rends compte que tes parents c'est toi, et que ton rapport à ton bébé va s'inscrire un peu dans cette ligne-là. Donc ouais, ça mélange pas mal de choses. Et donc l'entrepreneuriat, je le place pas du tout à ce niveau-là en termes d'intensité, mais ça reste une zone... entrepreneuriat, qui dit entrepreneuriat dit solitude, dit responsabilité, portée. Tu te lèves le matin, il n'y a que toi qui va t'imposer de te lever le matin. Il n'y a que toi qui es responsable de tout ce que tu fais globalement. Et moi, ça m'a souvent été dit, notamment par des invests, tu vois, quand tu as des zones de tension et tout, tu as parfois tendance à te dire « Ah, mais c'est relou parce que un tel, machin et tout ». Et puis moi, j'ai un invest, notamment un jour, dans une zone, un moment assez tendu de l'histoire de la boîte, qui m'a dit « Mon gars, en fait... ok, ouais, c'est dur, mais si demain la boîte elle plante, c'est pour ta pomme. Et moi je viendrai te chercher toi, tu vois. » Et quand on te dit ça, tu te dis bon, ok, là du coup, tu modifies un peu ton braquet et tu prends des décisions un peu plus radicales. Et ça, moi je me suis formé à ça. Et pour répondre un peu plus longuement à ta question, moi j'ai démarré le coaching à cause de l'entrepreneuriat dans la première levée de fonds que j'ai faite, qui était vraiment un moment et de solitude et de tension, parce que ça s'est pas du tout passé comme je l'avais anticipé. Et là je me suis posé des questions, petit syndrome de l'imposteur, vraiment une zone où tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis allé foutre là-dedans, quoi. Et là un de mes collègues, je pense pas que tu l'aies croisé, mais un gars qui s'appelle Kamel Zerwal, qui bosse en fonds d'investissement, qui m'a mis en relation avec un coach, et clairement je le vois encore, quoi. Donc c'est primordial. En tout cas pour moi, c'est vital. Est-ce qu'il y a encore des points que tu veux aborder, ou sinon Écoute, non, c'était un plaisir d'échanger. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais poser alors dans ce cas les 2 dernières questions qu'on pose, qui sont des questions un peu typiques de l'interview. Okay. C'est est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu
estime et aimerait voir ici dans cette interview, ou d'ailleurs quelqu'un que je n'estime pas mais que je voudrais voir quand même? Ouais, alors oui, je vais parler d'un ami qui vient de faire une levée de fonds que je confie, sinon confidentiel en tout cas, qui n'est pas dans les énormes trucs qu'on a vu depuis le début de l'année, mais qui est un des entrepreneurs les plus brillants que je connaisse et qui est en train de monter quelque chose qui à mon avis va devenir énorme, qui s'appelle Aldric Emier, qui a fondé Climb, qui va révolutionner la gestion des finances personnelles, qui le fait déjà mais qui là va passer un step, et je pense que ce serait un bon client pour vous et pour le crayon, ouais. Super. Et enfin, est-ce que tu as une punchline ou une citation qui, toi, t'accompagne, peut-être issue du coaching ou de ces 10 ans d'entreprise, ou au contraire de la naissance de ta fille et puis de cette parentalité nouvelle? J'ai relu un bouquin l'autre jour qui s'appelle L'ordre du contrevent. Il y a une punchline que je trouve fascinante et qui résume à peu près ma manière de voir la vie. C'est pas parce que la vie n'a pas de sens qu'elle n'a pas de valeur. C'est excellent. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Cette interview est terminée. Dites-moi en commentaire ce qu'elle vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au Crayon, ça nous soutient beaucoup. C'est précieux pour nous. À plus. Ciao.